Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue dans cet épisode des coulisses du mental. Alors, pour rappel, ici, l'objectif, c'est de prendre le temps d'explorer les mécanismes invisibles qui façonnent notre façon de penser, de décider, de vivre nos émotions et finalement aussi de conduire notre vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Stack, qui depuis, tu me corrigeras par la suite, mais plus de 40 ans accompagne des femmes, des hommes, des organisations dans leur développement, leur transformation et peut-être aussi leur quête de sens. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup transmis, beaucoup écrit et j'imagine aussi énormément observé l'être humain. Alors, Édouard, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et puis je vais te laisser un instant pour te présenter à nos auditeurs et auditrices. Bonjour Steve, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est près de 60 ans d'accompagnement humain et l'an prochain, ça fera 40 ans de coaching dans les organisations. Mais j'ai eu une carrière de soignant comme kinésithérapeute et psychothérapeute, formateur psychothérapeute dans les 20 ans qui ont précédé mon arrivée dans les entreprises. Et pour donner des ordres de grandeur, j'ai entraîné à peu près 10 000 managers à l'attitude du manager-entraîneur, accompagné des centaines d'équipes dans de nombreuses organisations en France et à l'international, dans une trentaine de pays. Et donc, j'ai une pratique de l'accompagnement et du développement humain assez conséquente. Génial. Donc on a plein de belles choses à voir aujourd'hui ensemble. Bienvenue. Bienvenue comme on dit au Québec. Absolument. Je te propose qu'on rentre tranquillement dans la première thématique sur la conscience, peut-être comme véritable point de départ. Puis j'aimerais te partager une réflexion peut-être avant ma première question. Quelque chose qui me poursuit depuis plusieurs mois, c'est qu'en coaching, ce que j'observe, c'est que les personnes arrivent souvent avec leur désir de changer quelque chose. Alors ça peut être une situation, une émotion, parfois même une relation, parfois même beaucoup plus que ça. Et pourtant, plus j'accompagne, plus j'ai l'impression aussi que le changement, il commence presque finalement, pas toujours là, il commence vraiment où le moment où la personne voit enfin un mécanisme qu'elle répétait parfois depuis plusieurs mois, plusieurs années, ou même des dizaines d'années, sans en avoir conscience. En fait, comme si le véritable déclic, c'était pas une nouvelle réponse forcément, mais une nouvelle manière de regarder ce qui était déjà là, en fait. Et donc, ma réflexion autour de ça, c'est je me demande si la conscience, justement, elle ne consiste pas moins à découvrir quelque chose de nouveau qu'à enfin voir ce qui nous empêchait de voir. Et peut-être ma question pour toi par rapport à ça, c'est toi qui accompagnes des êtres humains depuis près de 40 ans, qu'est-ce qui déclenche selon toi, tu vois, une véritable prise de conscience chez quelqu'un? Alors, il y a une étape préalable à la prise de conscience qui est le malaise, le déséquilibre, l'insatisfaction, et que ce soit pour des causes externes ou internes. Par exemple, quelqu'un qui est au boulot et qui se sent pas bien dans son environnement de travail, il y a un moment donné, après avoir fait des efforts pour s'adapter, il va envisager de changer de boîte, voire même quelquefois de changer de filière, de changer de métier, etc. Et puis, ça peut être des accidents critiques, hein, on espérait une promotion, on l'a pas obtenue, ou bien on est épuisé dans une mission trop lourde. Et donc, le malaise va amener à se poser des questions sur quelle est la source du malaise. Mhm. Et puis, il y a une deuxième type de population qui va avoir des aspirations beaucoup plus précoces. Quelquefois, c'est dès l'enfance qu'il y a. Moi, j'ai eu mon déclic entre 15 et 16 ans où j'ai voulu devenir un soignant après avoir lu Les Mains du miracle de Joseph Kessel. Et ça a éveillé en moi l'envie de comprendre l'être humain et de soigner. Et donc, il y a une étude canadienne sur les motivations au travail où on voit qu'à peu près 20% des gens ont des motivations intrinsèques et des aspirations plus élevées que simplement trouver un job, gagner sa vie, fonder une famille, etc. Et donc, ces gens vont être poussés par leurs aspirations, poussés par leur vocation. Et quand leurs conditions de travail ou leurs conditions de vie, hein, même dans la famille ou dans la société, ne nourrissent pas leurs aspirations, ils vont être en décalage. Et c'est ce décalage qui va amener à revisiter la situation pour faire des prises de conscience de qu'est-ce que je veux vraiment, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire.
Mhm. Donc il y a aussi cette notion de percevoir, capter le décalage. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe d'après ce que tu as pu observer? Une fois que tout ce terreau a été bien capté, senti, perçu par la personne, euh, on arrive sur la conscience de soi spécifiquement. Alors, c'est quelquefois lent, long, laborieux pour certaines personnes, d'autant plus qu'elles ont des normes sociales solides et quelquefois des gens vont tenter de se suradapter malgré leur frustration parce que ça se fait, parce que c'est la voie de la tradition familiale. On est médecin de père en fils ou ingénieur de père en fils, etc. Et Mhm. donc, avant d'écouter vraiment leurs aspirations, il y en a qui vont tergiverser, qui vont être dans l'ambivalence pendant longtemps. Euh, à l'inverse, il y a certaines personnes qui vont connaître des crises brutales comme les crises existentielles de la quarantaine, où ça devient insupportable et il faut changer. Et ils vont quelquefois provoquer même des ruptures en se faisant licencier ou en prenant une année sabbatique pour vraiment avoir le temps de faire le point sur ce qu'ils veulent vraiment. Mhm. Et ça arrive très fréquemment chez les gens de la cinquantaine. Mais j'ai vu beaucoup de gens passer beaucoup d'années à tourner autour du pot et ne pas s'avouer qu'ils avaient envie de faire autre chose ou de faire différemment ou de mener une vie différente. Mhm. Quand tu parles de ça, ça me fait penser à cette question, c'est peut-on changer sans devenir davantage conscient de soi? Parce que je me demande si parfois la conscience, tu vois, derrière tout ça, il n'y a pas un peu un processus de identification, pardon. On ne découvre pas forcément une nouvelle personne, tu vois, mais comme tu dis, il y a plusieurs cas de figure. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, d'après ce que tu as pu observer? Alors, dans le cadre de référence, les bouddhistes ont tendance à dire que le monde n'est pas tel qu'on le voit, mais tel qu'on choisit de le regarder. Mhm. Et donc, pour prendre conscience de la manière dont on regarde le monde, ça peut prendre du temps ou demander des crises un peu fortes pour réaliser on est à côté de la plaque. Mais plus les gens étaient éduqués à s'investir dans la vie extérieure et à réussir dans la vie, plus ça les éloigne de leur vie intérieure et de qui ils sont vraiment. Dans des familles où l'intériorité est développée, où on invite les enfants à s'exprimer à partir de leurs ressentis, leurs aspirations, leurs désirs, ils seront mieux préparés à s'orienter vers ce qui leur convient vraiment. Euh, mais j'ai vu beaucoup de gens, par exemple, même des dirigeants, réussir dans leur job et puis à 40-45 ans se rendre compte qu'ils s'épuisaient, mais qu'ils étaient frustrés et insatisfaits. La part intime n'avait pas été prise en compte suffisamment et ils ne s'épanouissaient pas. Ils réussissaient financièrement, économiquement, socialement, mais ils s'étaient pas vraiment écoutés. Ouais, ça me fait écho à la grande différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie, ou entre ces deux choses-là, il y a un monde énorme où il peut se passer beaucoup de choses et beaucoup d'années Alors, aussi. c'est pas impossible de réussir les deux, Mhm. mais ça demande beaucoup d'attention pour maintenir les équilibres entre l'investissement et la prise de recul, la prise de hauteur, le recentrage pour se retrouver avec soi-même. Et si on a la sagesse de prendre des temps de recul, de faire des retraites, d'avoir une vie intérieure, qu'elle soit avec un travail psychologique, un travail spirituel, un travail artistique, avoir une source de rééquilibrage par rapport au surinvestissement souvent fréquent chez, entre autres, les managers dans les entreprises modernes qui vont être happés par l'urgence et la charge de travail. Mhm. Et d'après ton vécu d'accompagnant là-dedans, quelles pourraient être de belles sources de rééquilibrage, même si ça c'est unique aussi à chacun, mais qu'est-ce que tu as observé, toi, qui permettait justement de pouvoir amener ces deux choses de même front, réussir dans la vie, plus sa vie à soi? Alors, moi, dans ma formation de thérapeute, j'ai été formé par un psychiatre mexicain, entre autres à la bioénergie, et j'ai vécu des séminaires d'une semaine
où il introduisait des temps de méditation le matin et le soir. Et j'avais par ailleurs rencontré un moine japonais qui a introduit le bouddhisme zen en France, il s'appelle Taisen Deshimaru. Et donc j'avais pris l'habitude de méditer avec la méditation zen après mon voyage au Japon en 69. Et puis ensuite, je me suis mis au Tai Chi Chuan pour avoir une activité de recentrage où je m'incarnais davantage. Et donc le corps a toujours été extrêmement présent pour ne pas m'oublier, mais être toujours en attention sur mon niveau d'énergie, mon niveau de concentration, et pas me Mhm. laisser écraser par la charge de travail ou happé par la charge de travail. Mhm. Et donc, j'ai monté depuis plus de 40 ans des retraites dès les années 80. J'en ai fait d'ailleurs au Québec, mais un peu partout en France ou à Bali plus récemment, pour que les gens aient le temps de poser leurs valises et de reprendre du contrôle sur leur vie et de revisiter leurs priorités et leurs orientations. J'ai souvent recommandé à des cadres en transition que je coachais individuellement en leur disant, écoutez, gagnez du temps, plutôt que de me payer comme coach, partez 2, 3 jours dans la montagne, dans la forêt, avec une tente, un sac de couchage, vous prenez aucun livre, vous laissez votre téléphone, vous prenez un carnet et vous êtes en rendez-vous avec vous-même à longueur de journée. Mhm. Et vous revenez au rythme de la nature pour remettre les choses en place et vous posez des questions fondamentales sur votre existence. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Et Mhm. là, vous allez gagner du temps, ça va vous aider à faire des prises de conscience. L'essentiel émerge parce que vous arrêtez de vous agiter. Et donc, on peut le faire accompagner. Il y a de plus en plus de coachs qui proposent, par exemple, on connaît deux, qui organisent des voyages au Maroc, des séminaires itinérants. J'en connais une autre qui fait ça l'été sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mhm. Euh, Ces temps de retrait et de temps de décantation sont très précieux. Donc, on peut le faire seul, ponctuellement, de ci, de là, ou régulièrement, ou se donner des grandes périodes quand on veut faire des bilans un peu plus approfondis, ou se faire accompagner par les gens dont c'est le métier. Mhm. Ouais, ça m'évoque aussi un sujet qui me parle particulièrement. C'est le fait d'accepter de ralentir, à quel point aussi ça peut être compliqué, mais à quel point c'est primordial justement pour permettre toutes les choses dont tu viens de parler, de partager avec nous. Parce que quand il y a l'agitation constante, C'est ça. la to-do list qui est toujours dans un coin de la tête, il faut vraiment un moment dédié pour soi. Mais tu vois, comment fait-on quand on est justement tellement habitué par aussi cette société qui crée un rythme qui nous a habitués, tu vois? Alors, il faut vraiment voir son hygiène personnelle. Euh, Dès les années 80, j'ai commencé à accompagner en gestion du stress des cadres de l'entreprise Renault. Et dans mon livre en 92, L'effet booster, j'écrivais l'opération station-service. Comment on peut s'arrêter pour regarder les niveaux du véhicule et à quel point on est fatigué ou à quel point on est en contact avec son désir, sa motivation. Et c'est quelque chose que chacun doit installer dans sa vie, ces moments de répit. Mmh. Le répit n'existe plus beaucoup et le temps du silence, le temps du ne rien faire a disparu des habitudes. Et rien n'empêche chacun de le réinstaller, ne serait-ce que de prendre un week-end de temps en temps pour aller tout seul dans la forêt, marcher et réfléchir Mmh. et vivre au rythme des arbres. Ouais, c'est essentiel. Et toi, avec le recul, ça serait quoi peut-être la prise de conscience la plus importante de ta propre vie? Si on parle de prise de conscience, est-ce que tu as quelque chose qui émerge quand je te pose cette Alors, question? il y en a deux qui sont vraiment marquantes pour moi, qui ont jalonné ma déjà longue vie. C'est cette émergence de ma vocation de soignant à l'adolescence. Je suis en train d'écrire une nouvelle partie de ma biographie sur ma jeunesse, mon enfance. Et j'ai eu un dialogue avec les parents de deux de mes copains d'école qui étaient médecins. Et donc, j'ai pu dialoguer avec des gens sur les métiers de la santé et mon envie, ma motivation à devenir un soignant. Mmh. Et j'ai commencé à soigner les gens avant même de faire mes études de kiné, en faisant du massage sportif, en donnant des cours de gym à des ados. J'étais déjà un entraîneur avant d'être professionnel et un soignant.
Et puis deuxième grande prise de conscience, c'est quand j'ai pris une année sabbatique à la quarantaine et que je suis parti faire un tour du monde et j'ai décidé de m'orienter vers les entreprises pour m'occuper des biens portants après m'être occupé des malades pendant une vingtaine d'années. D'accord. Et je voulais pas rester dans la subjectivité de la relation au patient. Je voulais agir socialement pour changer les conditions de travail, conditions de vie des gens et éveiller les consciences pour que les gens trouvent plus d'harmonie entre leur vie professionnelle, leur vie personnelle et familiale. Mhm. Super. Et ça m'a amené à changer d'univers, hein, m'adapter à l'univers des organisations qui ne m'étaient pas familiers. Mhm. Et s'il y a une personne qui nous écoute et qui souhaite justement davantage développer sa conscience d'elle-même, alors on a déjà évoqué pas mal de choses, hein, cette idée de la station-service, d'accepter de ralentir des moments pour soi. Si ça, c'est un trop gros morceau, par quoi tu lui conseillerais de commencer, toi, de ton côté? Moi, il y a vraiment deux choses que je recommande à tous les gens que je croise, et j'ai beaucoup de jeunes professionnels qui viennent me rencontrer pour préciser leur projet. C'est ce temps du retrait pour faire le point, pour laisser remonter les choses essentielles, et puis l'approche narrative, c'est-à-dire papier, crayon, et mettre noir sur blanc même ces tergiversations, ces débats intérieurs, et poser les choses, parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et le fait de l'écrire, ça aide à voir le débat intérieur dans lequel on est pris. Mmh. Et ensuite, on peut se faire aider par quelqu'un pour aider à faire le tri. J'ai un jeune coach de Lyon qui est venu passer 2 heures avec moi. Je lui ai d'abord fait écrire une biographie en mode spontané. Il m'en a fait 45 pages. Et du coup, on a pu voir émerger des dynamiques et des comportements répétitifs sur lesquels il avait se repositionner pour pouvoir avancer davantage. Mmh. Donc, prendre du recul, de la hauteur, écrire, et ensuite, dans un deuxième temps, aller se confronter à quelqu'un de bien rodé pour faire le point. Mmh. Super. Et si on raisonnait en mode question pour donner quelque chose à emporter aussi à quelqu'un qui va nous écouter sur ce sujet, quelles questions, chacun d'entre nous, hein, d'ailleurs, devrions-nous prendre l'habitude de régulièrement se poser pour éviter, tu sais, cette bascule vers le pilote automatique? Alors, les deux questions que je vais te proposer ne sont pas les miennes, elles ont 2500 ans, c'est Socrate et Sénèque. Ouais. Socrate qui dit: le connais-toi de toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, se demander à différentes étapes de sa vie qui je suis vraiment, parce qu'on évolue tout au long de sa vie en fonction de ses cycles. J'ai un nouveau livre qui s'appelle Trajectoire de vie choisie ou subie, qui à la fin parle des cycles de 7 ans. Notre identité évolue, on n'est pas le même à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, à 80 ans. Et Mmh. donc se poser la question de qui je suis vraiment, euh, c'est essentiel. Et on a besoin de temps pour se découvrir vraiment. Et la question de Sénèque, il disait, pour celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige, il n'y a pas de vent favorable. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment et comment est-ce que je me donne les moyens d'obtenir et d'atteindre ce que je veux vraiment? Mmh. Il y a des gens qui savent qui y sont, mais ils ne savent pas trop où ils veulent aller. Il y a des gens qui savent où ils veulent aller, mais ils ne se connaissent pas vraiment. Et donc, quand on connaît à peu près clairement les deux, on a beaucoup plus de chances d'aller de l'avant et d'être en équilibre. Mmh. Génial. Bah, je pense que ça va beaucoup aider déjà les gens qui vont nous écouter. Et tu as fait un lien parfait pour la thématique qui suit sur justement les trajectoires de vie choisies ou subies. Il y a une question, tu vois, qui m'habite beaucoup. C'est, tu vois, par exemple, deux personnes qui vivent une expérience très proche, voire similaire. Ça peut être une rupture, ça peut être un licenciement, ça peut être quelque chose de plus grave comme la maladie ou même une réussite. Et pourtant, quelques années plus tard, leur trajectoire, elle semble ne plus rien avoir en commun. Et donc, on pourrait croire ou percevoir que ce sont les événements qui changent la vie, mais aussi on pourrait avoir une lecture qui a aussi l'événement, mais la signification ou le sens que nous donnons à ces événements qui orientent de belle façon nos trajectoires. Comme si en Alors, fait notre... Ouais. c'est tout à fait ça. Et moi, je viens d'une famille nombreuse avec 7 frères et sœurs. Et par exemple, je suis né en 1944 à la fin de la guerre.
Mhm. Et les circonstances historiques vont peser sur les trajectoires de vie. 3 sur 4 de mes frères ont dû faire la guerre d'Algérie, comme on était fils d'immigrés, pour avoir le droit d'être français. Et moi, je suis parti faire mon service militaire en 64. La guerre d'Algérie était finie, donc j'ai pu aller en Polynésie vivre une vie de rêve pendant quelque temps, alors qu'eux Mhm. ont dû connaître la guerre, le combat, la menace de mort, etc. Leur parcours de vie peut pas être le même que le mien qui a été favorisé par les événements. Mhm. Il y a des gens qui vont se trouver avec un handicap assez sévère, un accident par exemple, qui vont perdre une jambe, et l'adaptation qu'ils vont trouver pour surmonter leur handicap va être une nouvelle donnée qui va souvent les armer plus fort que des gens qui ont tous leurs moyens mais qui se rendent pas compte que la vie est aussi un combat où il faut Mhm. se bouger pour obtenir ce qu'on souhaite. Mhm. Euh, et donc, 2 personnes qui vivent la même chose, en fait, ne vivent pas la même chose. Ils le vivent avec leur cadre de référence, leur sensibilité, leur capacité à décoder, et certains vont être engloutis, submergés par une situation difficile, alors que d'autres vont rebondir, réagir, et ça va les renforcer. J'ai un ami américain dont je parle dans ce livre Trajectoire de vie, qui s'appelle Bill Solomon, qui était ébéniste aux États-Unis et qui a fait un travail thérapeutique au point de devenir ensuite thérapeute et un des membres d'une équipe de- du centre à New York avec un psychiatre américain d'origine grecque, et il va devenir un des grands spécialistes de la bioénergie. Mhm. Et il a eu un handicap à l'adolescence et qu'il a surmonté en se rééduquant lui-même. Et il est devenu un sportif émérite en devenant un excellent skieur. C'est lui qui m'a entraîné à courir des marathons à la quarantaine. Et son handicap surmonté lui a donné une force de caractère absolument incroyable. Mhm. Et donc, oui, la pondération d'une situation vécue doit être vue à l'angle, sous l'angle de la mentalité de la personne, de ses capacités d'adaptation. Mhm. Et justement, après toutes ces années d'accompagnement, selon toi, qu'est-ce qui fait réellement bifurquer une vie? Euh, le mot qui me vient est un mot anglais qui est fed up. Ok. Quand tu en as ras-le-bol, euh, quand la frustration, l'insatisfaction est telle que ça n'est plus acceptable. Ça peut être le cas pour un divorce où on s'accommode pendant longtemps et puis au bout d'un temps, ça explose et la rupture devient Oui. définitive parce on a accumulé trop de frustration. Euh, c'est vrai pour un boulot routinier ou quelqu'un qui a un tempérament d'artiste, il a envie de vivre des choses plus intenses que de rester dans son train-train. Et du coup, il a sa crise, comme la crise de la quarantaine, la crise existentielle, qui va faire qu'il va choisir de basculer, de se mettre en danger pour vivre une autre expérience. Mhm. C'est souvent le cas de gens qui partent en voyage sabbatique pour vivre autre chose. Et tu sais qu'au Canada, aux États-Unis, les gens ont droit à une année sabbatique tous les 8-10 ans. Ouais. Il y a un accord avec l'entrepreneur, l'entreprise, on va épargner pendant l'année d'avant et l'année d'après, et il y a un salaire minimum qui est versé pendant l'absence. Et un tiers des gens qui prennent une année sabbatique vont retourner à l'université pour compléter leur cursus, un tiers vont se contenter de retaper leur maison, et un tiers va partir en voyage. Et ce départ, cette confrontation à l'ailleurs, va leur permettre de revisiter leur mode de vie et l'éclairer en disant ben, qu'est-ce que je veux changer dans ma vie pour qu'elle soit plus satisfaisante. Mhm. Et à défaut d'une année sabbatique, ces retraites ou ces retraits pour prendre du recul, c'est une des recommandations pour ne Mhm. pas attendre la crise. Et du coup, est-ce qu'on est nécessairement obligé, selon toi, d'atteindre ce fed-up zone? Pourquoi certaines personnes attendent-elles parfois, tu vois, des années avant d'oser ce changement alors qu'elles savent déjà que c'est la situation ou autre chose, ça n'est plus juste pour elles ou pour lui? On revient à ces profils et à cet ancrage éducatif précoce qui Mmh. fait qu'on a des repères pour développer son intériorité et on sait déjà assez bien qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire. Ceux qui ont grandi comme ça
vont se poser régulièrement des questions sans attendre la crise pour vérifier qu'ils sont en accord avec la vie qu'ils mènent. Mhm. Euh, Historiquement, autrefois en France, il y avait des retraites spirituelles pour les chrétiens, qui fait qu'une fois par an, tous les 2 ans, ils partaient une semaine en retraite dans un monastère, qui permettait ce réajustement-là. Mais c'est une habitude que chacun peut installer pour lui-même. Quand j'étais au Québec dans les années 80, les femmes qui avaient déjà élevé leurs enfants, qui avaient dépassé la cinquantaine, se retrouvaient entre copines en louant un chalet au bord d'un lac. Elles passaient un week-end entre filles à se raconter leurs histoires, mais aussi à faire le point de leur vie. Et donc, ces moments de prise de recul sont très importants. Et j'ai rencontré en 82 en Inde un chef d'entreprise indien qui était prof à Harvard et Mhm. qui disait avant de manager les autres, il faut se manager soi-même. Il écrit un livre sur le management de soi. Et il disait, il y a 4 domaines dans lesquels il faut vérifier ses investissements. Le travail, tout le monde n'a pas. La famille, tout le monde n'a pas. Mais même quand on a le boulot et la famille, on peut faire boulot métro dodo et rester dans un tunnel à fréquenter des gens qui nous ressemblent. Mhm. Et il disait, il faut aussi cultiver ses relations sociales pour rencontrer des gens différents et garder une curiosité pour comprendre le monde autour de soi. Mhm. Et puis, une quatrième pétale de ce trèfle à 4 feuilles, qui va être la connaissance de soi intime pour pouvoir évoluer, se développer et cultiver ses aspirations. Et si on néglige l'un des 4 domaines, on va se mettre soi-même en déséquilibre. Mhm. Un bon résumé de ce que j'ai dit précédemment. Ouais, super intéressant, merci. Moi, ça me parle beaucoup, parce que j'ai l'impression que aussi, alors de la façon dont est construit aussi une partie du système, c'est qu'on nous apprend très tôt des compétences, des outils, des stratégies à apprendre un métier. C'est top parce que ça ouvre des perspectives donc d'emploi et de clarté pour la suite, mais finalement que la partie se connaître soi, le management donc de soi, c'est quelque chose qui vient peut-être plus tard et d'une dynamique personnelle et qui peut aussi faire des dégâts. Je ne sais pas si c'est quelque chose Alors, qui te ça a parle. beaucoup à voir avec la culture, en ce sens que dans le monde anglo-saxon, le leadership est développé dès l'école primaire. Mm. Une salle de classe dans une école anglo-saxonne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Grande-Bretagne, c'est des carrés, des pavés installés avec des élèves, des petits groupes d'élèves autour. Et les élèves sont invités à s'exprimer, à exprimer leurs opinions, leurs sentiments, leurs prises de position, beaucoup, beaucoup plus. Et le reward, la reconnaissance, la valorisation de leur expression est beaucoup plus développée. Mhm. Et c'est pas le cas en France. On est plutôt dans une transmission de savoir pour obtenir des bonnes notes, pour passer dans la classe supérieure. Mm. Et donc, les managers qu'on va accompagner en leadership, ils ont souvent 30, 40 ans, mais ils n'ont pas acquis ces compétences comportementales qu'on appelle psychosociales dans le monde de l'enseignement aujourd'hui, pour savoir communiquer, gérer les conflits, exprimer leurs émotions, etc. Ils sont en retard éducatif. Mm. Et donc, c'est très important, selon l'entreprise où on travaille, si on n'a pas de formation aux compétences comportementales, d'aller soi-même les développer en allant faire des groupes de développement personnel pour acquérir ces compétences. Mm. Et ça va aider à faire ce point entre qui je suis, qu'est-ce que je veux, et la situation dans laquelle je me trouve, dans laquelle je continue à investir, au contraire, dont je me retire pour créer des conditions plus favorables. Mm. Super, super intéressant aussi cette dimension. Alors moi, j'ai pu goûter aux deux dans le cadre, alors un peu plus tard, académique, universitaire, et c'est vrai que la perspective, la posture, elle est complètement différente entre le Canada et ce que j'ai pu faire moi et voir à Lyon. Et moi, dans... Ma fille aînée vit à Londres depuis 10 ans. J'ai 2 petites filles qui sont totalement bilingues, qui sont passées par l'école publique à Londres. Et de l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans, elles vont développer ces compétences psychosociales 1 heure par semaine avec leur professeur. Hmm, C'est pas quelque chose de bizarre, ouais, de les, spécial. Ça fait partie du cursus. les graines sont déjà semées. Ouais. C'est ça. Et puis dans la tradition anglo-saxonne, la pratique du sport l'après-midi, des disciplines artistiques, c'est une occasion aussi de développer son leadership dans la maîtrise du corps. Hmm,
on travaille sur les comportements au travers du corps. Dans les universités anglaises, on recrutait les futurs managers sur les terrains de rugby en voyant leur comportement, leur niveau d'engagement, leur niveau de coopération. Et quand j'étais au Japon en 69, on sélectionnait les jeunes sur les dojos de judo. Il y avait 1 million de ceintures noires en 69 sur 120 millions de Japonais. Hmm. Donc on regardait le comportement des gens et leur potentiel au-delà de leurs études. En France, on est encore, si on est centralien ou polytechnicien, on trouve des jobs en fonction de son rang de sortie Ouais. de ces grandes écoles. Ouais, il y a beaucoup plus cette notion de case, je trouve encore. Et puis de cohérence comportementale pour que l'acteur qu'on choisit, ça soit pas qu'un cerveau avec des comportements rationnels. Hmm. Ouais. Hyper intéressant cette lecture aussi culturelle, sociale. Et pour quelqu'un qui, tu vois, aujourd'hui aurait se retrouve dans cette sensation, tu vois, de subir sa vie, quel premier déplacement de regard pourrait déjà tout changer pour elle ou quelles recommandations, petits tips tu pourrais lui donner pour entamer, enclencher quelque chose autour de ça? Alors, tu connais l'analyse stratégique au niveau des organisations avec force, faiblesse, risque, opportunité. Ouais, la SWOT. Voilà. Faire un SWOT personnel, c'est une manière de poser à plat par écrit quelles sont non seulement mes compétences, mais mes potentiels, mes aptitudes que je peux développer Mhm. et quelles sont mes limites. Je préfère parler de limites ou de fragilité que de faiblesse, euh, mais ça permet de bien se positionner. Ensuite, quelles sont les opportunités que je rencontre en dehors de la situation existante? Mhm. Dans la situation existante, il y a des avantages et des inconvénients, mais il faut que je soupèse, je mette dans la balance des deux. Mais il faut aussi que je regarde le risque de ne rien changer et de continuer à perpétrer la situation actuelle. Parce qu'il y a de l'usure, de la fatigue et de la démotivation qui va s'installer tôt ou tard. Mhm. Je fais l'inventaire de l'existant, mais je me projette pour regarder qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui me satisferait davantage et est-ce que j'ai les moyens de le faire. Mhm. Euh, Par exemple, moi, je ne serai jamais champion olympique. Je suis trop vieux, c'est trop tard, c'est fini. Par contre, je peux augmenter mon audience pour les livres que j'écris si je trouve de bons éditeurs. Mhm. Et donc, est-ce que mes ambitions sont raisonnables, sont réalistes, ou est-ce qu'elles sont démesurées? Et Mhm. il y a quelques mots qui sont très importants. Entre un désir, une aspiration, un objectif, il y a une énorme différence. Le désir d'aspiration, c'est encore une part de rêve, et je rêve de devenir ceci ou cela. Par exemple, tout le monde a envie de devenir riche ou de devenir célèbre, ou presque tout le monde a envie de devenir riche, de devenir célèbre. Et mon premier comptable me disait, devenir riche, c'est pas compliqué, il suffit de penser qu'à ça. Mhm. Si on est obsédé par l'argent, on va pouvoir en gagner. Mhm. Mais on n'aura pas une satisfaction énorme dans son épanouissement personnel. Et donc, faire cet inventaire et regarder les scénarios alternatifs, ça marche bien l'idée des scénarios. Euh, Ce qui semble impossible, c'est d'abord ce qui est inimaginable. Et donc, m'autoriser à l'imaginer, c'est ce que Carl Gustav Jung a appelé l'imaginal, la capacité créatrice de l'esprit, qui fait que je peux me projeter et ensuite je me donne les moyens d'atteindre ce que je veux faire. Par exemple, je veux construire une maison. Je suis ni maçon ni architecte. Eh bien, je vais visualiser ma maison. Et puis aujourd'hui, il y a des logiciels 3D qui fait que je peux travailler sur mon logiciel 3D pour faire la maquette de la maison en taille. Est-ce qu'elle sera en rez-de-chaussée, sur un étage, sur plusieurs étages? Je peux disposer les pièces avec la maquette numérique. Et puis, je peux me sentir bien dans cette maison qui est que dans ma tête. Ça coûte zéro de la visualiser. Mhm. Et ensuite, je vais regarder le mode de financement, l'endroit où je veux la poser, est-ce que je peux acheter un terrain, la faire construire, etc. Ou la construire moi-même, ou la construire avec des copains comme les castors, qui vont construire un tour de rôle, les maisons pour chacun des membres du groupe, même s'ils mettent 4-5 ans à construire un certain nombre de maisons. Et Mhm. donc, se donner les moyens d'atteindre les rêves qu'on a en tête, ça suppose de les quantifier. Mhm. Un objectif, c'est quantifiable, mesurable, à ma portée, etc. Et
la politique des petites étapes va permettre quelquefois d'atteindre des objectifs assez ambitieux. Mhm. Moi, j'ai commencé l'alpinisme à 25 ans. J'avais pas l'habitude de la montagne. J'ai grandi dans un milieu de bocage dans le sud-ouest. Et une première séjour à la Clusaz fait que j'ai pu faire de l'école d'escalade. Et derrière, pendant 25 ans, j'ai continué à progresser, mais à faire des stages pour devenir premier de cordée et être capable d'aller à un niveau beaucoup plus exigeant. Mhm. Ça se passe pas en 3 mois. Aujourd'hui, il y a une espèce d'urgence. On voudrait avoir tout de suite et on a oublié le temps long de la maturation. Ouais. Non, c'est- Et donc, c'est essentiel dans les moyens qu'on se donne de se dire, je me donne le temps pour. Mhm. J'ai un ami qui s'est mis au chinois. Pendant 3 ans, il a pris des cours intensifs. Et au bout de 3 ans, il arrivait à avoir du dialogue avec des interlocuteurs chinois qui commençaient à être déjà assez convenables. C'est un bon exemple des moyens qu'on se donne pour atteindre l'objectif qu'on a visé Mhm. et dépasser l'aspiration un peu Oui. fumeuse, mais où on continue à tourner en rond dans sa tête. Ça a beaucoup résonné ce que tu as partagé sur le temps long, et je partage, ta réflexion à ce sujet. Je trouve qu'on est dans peut-être une génération où il faut tout très vite, tout de suite, et il y a cette sorte d'urgence qui, en fait, met encore plus de pression ou engendre de la culpabilité, et en fait, on est de moins en moins doux envers soi lorsque c'est pas tout rapide tout de suite comme ça. Alors, là, il y a une responsabilité politique et sociétale, c'est qu'on a éduqué les enfants en les coupant de leur corps, de la nature et du temps long et de l'histoire. Par exemple, moi j'ai grandi dans un village au sein d'une communauté. En Afrique, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Et donc le dialogue avec les anciens, ça permet de la transmission d'expérience, transmission de valeurs, et de regarder comment les choses s'installent dans la durée. Aujourd'hui, les mômes ont perdu leurs racines historiques, leurs racines dans la nature, et elles sont dans l'immédiateté des systèmes numériques, des médias, de l'informatique, où les choses sont apparemment simples. Mmh. En fait, elles sont techniquement complexes, mais il n'y a plus cette élaboration progressive. Si on construit une cabane dans la forêt, ben, il faut repérer les branches, les couper, les assembler, trouver de quoi faire une toiture, etc. Ça va pas se faire tout seul. Ça va pas se faire. C'est pas un matelas gonflable avec une bouteille d'oxygène pour le gonfler. Ouais. Et donc cette élaboration successive, elle est très importante. Il y a un homme qui a eu du succès qui s'appelle Vianney, le chanteur, qui vient de se mettre en pause pendant un an pour se construire une maison en bois Mmh. qu'il a construite tout seul. Eh bien, il s'est confronté à ce temps long et à cette responsabilité d'apprendre à faire et de prendre le temps de faire Mmh. ce qu'on veut obtenir. Donc, dans l'éducation des jeunes, c'est très important de réinstaller ça pour ceux qui sont parents. Les activités pratiques et dans la nature avec les enfants sont très importantes. J'ai Mmh. un ami qui est au Groenland pour la deuxième fois avec des groupes de jeunes qui vont faire avec des scientifiques des écoutes des baleines, du chant des baleines, des mesures de glace, comme ils l'ont fait 2 fois déjà en Islande avec des glaciologues, des anthropologues pour découvrir la culture locale, en vivant sous la tente, en se débrouillant pour faire fondre la glace pour les besoins des repas et de l'hygiène. Euh, Ces jeunes-là vont être beaucoup plus armés que ceux qui seront restés en vacances au Club Med. Mmh. Ouais, donc on revient à cette connexion au corps, à la nature, à Oui, l'expérientiel. c'est ça, le côté concret de l'existence où les choses ne se font pas toutes seules comme ça en appuyant sur un bouton. Mmh. Il suffit pas de commander pour que le livreur de pizza arrive dans la demi-heure. Mmh. Et réapprendre ça. La dictature de l'immédiateté. Absolument, c'est ça. Génial. Même faire la cuisine, c'est un apprentissage simple, mais précieux pour les jeunes, plutôt que de mettre les pieds sous la table ou de manger au McDo. Ouais, de contribuer à ça, aux tâches. C'est ça. Mmh. Avant qu'on bascule, sur, la thématique suivante, il y a un mot qui est ressorti, à l'intérieur là de moi par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est aussi ce travail sur nos autorisations intérieures. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont autour de ça. Est-ce que,
toi, tu aurais une recommandation, un conseil pour quelqu'un qui nous écoute pour justement, peut-être commencer à défricher ou avancer sur ça, sur nos autorisations intérieures qui peuvent donner accès ou peut-être commencer à enclencher la dynamique entre je subis à je choisis de. Alors, il y a une démarche un peu complexe qui va toucher l'identité dans le qui je suis vraiment de Socrate. Mmh. Il y a des sous-catégories qui est euh, l'estime de soi, à quel niveau d'estime de soi je suis arrivé, la confiance en soi, l'affirmation de soi, qui sont des étapes successives sur lesquelles il faut pouvoir agir. Si j'ai été nourri avec une estime de soi basse parce que j'ai pas été encouragé par les parents ou j'ai été même dévalorisé, j'aurai une estime de soi plus fragile. Et Mmh. donc, pour m'affirmer et prendre ma place, ce sera plus difficile. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend et on peut objectiver qui je suis vraiment et de quoi je suis capable en se confrontant à l'expérience et en interagissant avec d'autres interlocuteurs. Et donc, dans l'inventaire, le SWOT dont on a parlé, dans les forces et les faiblesses, je dois être objectif et je peux aussi demander l'avis de mes bons amis sans complaisance. Qu'est-ce que tu apprécies chez moi et où est-ce que tu sens mes limites? Mmh. Le regard de l'autre nous aide à pouvoir mieux mesurer qui on est vraiment. Et ça marche dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Quelquefois, on se surestime dans un domaine et on est moins capable que ce qu'on se raconte. Mmh. À l'inverse, il y a des endroits où on est plutôt assez bon, mais on ne le reconnaît pas. Il faut que ce soit les autres qui nous le disent pour que on se l'approprie davantage. Mmh. Donc le détour par l'opinion des autres et l'opinion la plus objective possible, la plus sincère possible, ça aide à faire cette évaluation-là. Mmh. Quand j'étais jeune, j'étais pion dans un collège technique en banlieue et j'avais pas mal d'initiatives. Jamais je me serais autorisé à penser en termes de leadership personnel. Mais en fait, comme j'étais très curieux, que j'allais vers les autres, de fait, j'avais une initiative que beaucoup d'autres n'avaient pas. Mmh. Mais je suis un fils de commerçant et j'ai commencé à balader les clients dans la maison de mon père pour leur faire visiter le magasin. Et j'ai appris ça petit, Mmh. mais je ne savais pas que c'était une de mes compétences. Et ça m'a beaucoup aidé pour exercer le métier de soignant. J'étais à l'aise pour accueillir mes premiers patients parce que j'avais l'habitude d'interagir avec beaucoup de gens depuis longtemps déjà. Mmh. Et donc, pour la personne qui s'interroge, objectiver l'opinion qu'elle a d'elle-même pour continuer à évoluer, c'est pas quelque chose de figé. J'aurais jamais imaginé avec un bac plus 2 de kiné que 25 ans plus tard, je coacherais les PDG du CAC 40. Mmh. Et c'est pas mes études et mes diplômes qui ont fait ça. C'est mon travail approfondi pour connaître l'être humain qui fait que je sais tirer les gens vers le haut et développer les potentiels et avoir une approche d'objectivation de leurs compétences réelles. Mmh. Ou les faire évoluer sur leurs points faibles sans les juger, sans les critiquer, mais dans une approche pédagogique. Mmh. Super. Ça répond à ta question? Ouais, merci beaucoup pour ce partage. J'adore cette partie-là. Je te propose qu'on avance sur notre troisième Oui. thématique qui s'intitule «Réussir sans se perdre». Moi, je crois que c'est probablement l'un des sujets qui revient le plus souvent dans mes accompagnements et notamment auprès des personnes qui ont atteint leurs objectifs. Tu vois, elles sont reconnues, elles sont compétentes et pourtant, il y a une question qui finit presque à chaque fois par émerger qui est: «Mais pourquoi est-ce que je ressens encore ce vide?» Tu vois? Et j'ai l'impression que derrière tout ça, on l'a déjà un petit peu touché tout à l'heure sous un autre angle, pardon, c'est que il y a vraiment une différence entre réussir et s'accomplir. En tout cas, ça ne répond pas à la même question. On pourrait dire, tu vois, que la réussite, elle nous demande souvent de devenir quelqu'un par des critères imposés par l'extérieur, par l'autre, versus l'accomplissement qui nous demande parfois d'arrêter d'être quelqu'un pour redevenir simplement soi et atteindre en fait ce qu'on valorise personnellement, tu vois? Et peut-être ma première question, c'est toi qui es accompagné de nombreux dirigeants et pas que. Selon toi, qu'est-ce que la réussite promet qu'elle ne tient finalement jamais?
Alors, je vais pas le poser comme ça en opposition on a touché le jackpot et puis en fait on est malheureux. Mhm, Je voudrais l'éclairer un peu plus. Euh, dans Trajectoire de vie choisie ou subie, j'ai choisi de démarrer avec trois présidents, Bill Clinton, Nelson Mandela et Václav Havel, l'ancien président tchèque. Euh, Deux ont eu le prix Nobel, Havel et Mandela, et Bill Clinton a été un président plutôt humaniste, dont j'ai lu la biographie de 1000 pages, et qui avait sa propre zone d'insécurité personnelle. Euh, Ce qui est important, c'est à quoi j'aspire vraiment. Et Bill Clinton, il a commencé la vie politique dès l'âge de 16 ans dans le parti local dans l'Arkansas, où il a été élu comme député. Mais il avait cette proximité avec la population qui venait de son grand-père qui était épicier et qui avait une clientèle noire qui, à l'époque, était soumise à l'apartheid, à la ségrégation. mhm, Et donc, cette humanité qu'il a développée, elle l'habitait même quand il est devenu président du pays le plus puissant du monde. mhm. Et donc, cette dimension d'humanité, c'est très important de s'écouter intérieurement. Qu'on le fasse par la méditation, par les retraites religieuses, par les stages de développement personnel, qui je suis vraiment, c'est vraiment fondamental. Mhm. On ne peut pas avancer si on ne sait pas qui on est. Et c'est pas simplement au niveau individuel, mais même dans ses racines, dans ses influences familiales, de quelle lignée familiale on est issu, comment ça a transmis des représentations, des visions avec lesquelles il va falloir que je fasse le tri pour les actualiser. Et donc, je vais prendre un autre exemple pour montrer cette dimension-là. Mhm. Euh, les générations qui l'ont précédé ont travaillé dur pour la survie souvent. Dans les années 50, entre les deux guerres, la moitié de la France était paysanne. Et dans le monde paysan, on est soumis au cycle des saisons et il n'y avait pas de mécanisation et le travail était dur. Et quand il y en a du bétail, c'est 7 jours sur 7. Mhm. Et donc, les gens étaient conditionnés par la transmission des valeurs à travailler dur sans se plaindre. Et après, il y a les obligations vis-à-vis de la famille, etc. Mais le rapport au plaisir était peu présent, si ce n'est dans la fête. Et se donner le temps de souffler, se donner le temps de la récompense, se donner le temps de la joie de vivre, c'est aussi culturel. Les Italiens qui sont plus enjoués collectivement ont préservé ça davantage. Nous, on s'est fait happer par l'industrialisation et la société de consommation et on a perdu notre âme parce qu'on n'a plus cet enracinement dans la communauté. On n'a plus ce temps de vivre et de s'exprimer. Et donc, pour aller vers l'accomplissement, j'ai envie de dire qu'il faut une vie intérieure d'une part, mais une vie sociale où on prend le temps de garder le contact avec la vraie vie autour de soi. Mhm. Aux États-Unis, où la sécurité sociale est moins développée, la culture protestante fait que les gens sont plus bénévoles pour faire de l'assistance, par exemple, pour aller visiter les malades dans les hôpitaux. Mhm. Et donc, cette proximité sociale, elle est plus grande. Mhm. Chez nous, on vit de plus en plus chacun pour soi et les autres se débrouillent. Mhm. Et donc, cette vie intérieure, il y a plein de manières de la cultiver. Mais encore faut-il lui laisser de la place. C'est pour ça que moi, je fais une retraite chaque année sans forcément aller dans un monastère. Je m'isole depuis 40 ans et je passe une semaine en tête à tête avec moi-même pour faire le point. Mhm. Donc, c'est très important pour s'accomplir d'identifier ce à quoi je tiens le plus et comment je peux continuer à évoluer tout au long de ma vie en faisant aussi des choses qui me plaisent, qui sont bonnes pour moi et qui répondent à des aspirations profondes. Mhm. Justement, Est-ce ce que ça a travail. répondu à ta question? Ouais, ouais, génial. Et ça fait un lien. Moi, c'est quelque chose que j'adore travailler justement dans mes coachings, c'est ce travail sur nos valeurs, l'identification de nos valeurs profondes. Je trouve que c'est vraiment une des Alors, façons de se reconnecter aussi, ou en tout cas de se rappeler notre boussole euh, intérieure. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, tu vois, de performance. C'est quelque chose qui est très à la mode. À quel moment la performance devient-elle une manière d'éviter de se rencontrer soi-même, finalement? alors,
c'est moins la performance objective extérieure économique que le fait d'être orienté vers l'action extérieure. Mhm, Et je vais parler collectivement. Si dans une entreprise à mission, la direction se préoccupe du bien-être des salariés, elle va faire un bilan social, elle va faire des enquêtes de climat social pour vérifier si les gens se sentent bien dans l'entreprise. mhm, Et donc, elle ne va pas regarder que les résultats financiers, la performance financière et économique. Et donc, pour moi, tous les indicateurs sont précieux et sont valables. L'entreprise doit générer du profit pour pouvoir se développer, mais elle doit aussi garantir non seulement le bien-être, mais l'évolution des compétences de ses salariés. mhm, Et donc, quand j'ai commencé à 40 ans, j'ai choisi d'aller vers une entreprise qui, au lieu d'avoir le 1% de la masse salariale en investissement en formation, dépensait 3, 4, 5% pour que les gens montent en compétences davantage. mhm. Et l'empowerment dont on parle beaucoup en Amérique du Nord, que tu connais bien au Canada, Ouais. c'est permettre aux gens d'accéder à toutes leurs ressources pour pouvoir en disposer et les mettre à disposition du collectif. Mhm, Et donc, quand on investit en formation massivement, on fait progresser les gens, surtout si ça comporte des formations en compétences comportementales. mhm. Ça va les aider à bien se connaître, même s'ils ne vont pas faire de développement personnel, mais de mieux remplir leur rôle au sein d'un collectif. Et donc, c'est vraiment une question d'indicateurs qui sont souvent pas assez complets, ils sont trop financiers et économiques, plutôt de regarder le capital immatériel, l'entreprise qui développe les compétences de ses collaborateurs, elle produit plus avec le même nombre de collaborateurs. Mhm. Moi, je l'ai vérifié pendant toutes ces années. L'amélioration de performance économique, elle augmente de 50 à 200% quand on travaille dans une entreprise avec des managers qui tirent les gens vers le haut. Mhm. Et selon toi, comment on sait si on est vraiment en train de nourrir, tu vois, notre identité profonde, quelque chose qui est vraiment au niveau de nos aspirations versus un désir de satisfaire, de complaisance, de satisfaction de l'extérieur, tu vois? Comment on pourrait Alors, aider quelqu'un à je vais te répondre à deux niveaux. Euh, une des questions qu'on peut se poser pour pas tomber dans le piège, c'est de se dire à quel point je suis conditionné ou j'accorde de l'importance à l'image sociale. D'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, d'avoir une belle femme, d'avoir un poste, un intitulé flatteur, etc. Mmh. Est-ce que la reconnaissance sociale pèse lourd dans mes équilibrages, dans mes choix? Et puis, la deuxième chose, c'est que tu connais les 360 degrés. Oui. Je peux, dans l'entreprise où je travaille, demander à utiliser un 360 degrés pour que mes chefs, mes collègues et mes collaborateurs, sur 100 ou 120 ou 140 questions, disent comment ils me perçoivent. Mmh. Ça va être souvent décapant par rapport à la surestime de soi ou la sous-estime de soi. Mmh. Mais si on n'a pas les moyens de s'offrir ça, il suffit de demander à ses proches, à ses amis, à des gens objectifs et bienveillants, comment ils nous perçoivent. Mmh. Et eux vont nous aider à dire euh, à quel point on est cohérent ou pas cohérent, à quel point on est authentique, on joue un personnage. Mmh. La vie est un théâtre, il faut être capable de jouer des rôles, de remplir des rôles qui sont très variés, entre le rôle de manager, celui de chef de projet, celui de citoyen, de lecteur, de parent, etc. Mais je ne suis pas que les rôles que je remplis. Mmh. Et Bill Clinton, je reviens à lui, tout en étant président des États-Unis, comme chrétien, il allait faire des retraites d'une semaine avec des retraitants qui lui faisaient pas de cadeaux, qui lui disaient comment il le percevait vraiment avec ses propres incohérences. Et dans sa biographie, il dit à quel point c'était précieux de se recentrer sur une perception de lui-même sans complaisance, grâce à ses retours d'information. Mmh. L'importance du feedback. Est-ce que tu donnes aux gens du feedback sur comment tu les perçois? Est-ce que tu demandes aux gens du feedback sur comment ils te perçoivent? Mmh. C'est un outil structuré et qui te montre
quelle posture tu adoptes par rapport à l'échange de points de vue. Si tu t'autorises pas à donner ton point de vue sur les gens avec qui tu interagis, tu es dans la posture de l'inspecteur de police qui observe mais qui se livre pas. Et puis, si tu dis rien aux autres et si tu demandes rien, tu es un peu l'éléphant de magasin de porcelaine qui se rend pas compte qu'il est balourd et qu'il écrase tout sur son passage. Hmm. Et à l'inverse, pour être un leader inspirant, si j'accepte de dire aux gens comment je les perçois et si j'accepte de demander l'avis à des gens très différents sur comment ils me perçoivent, je peux enrichir la connaissance de moi euh, par le feedback des autres qui valide ou qui irrigue, qui complète l'opinion que je peux avoir par moi-même. Hmm. D'oser demander l'avis des autres et puis s'autoriser à donner le plus euh, lucidement, clairement et bienveillant possible comment je perçois celui qui est en face. Hmm. Merci C'est une beaucoup. compétence de manager en plus, Ouais, d'être capable de donner du feedback. l'art de donner du feedback, ouais. C'est ça. On l'a abordé sous un certain angle, mais pour voir comment ça résonne, si je la pose autrement, cette question, selon toi, comment chacun d'entre nous peut-il vérifier que la vie qu'on est en train de construire, et on l'a construit à plein d'étapes, peu importe notre âge, tu vois, lui ressemble réellement et vraiment? Alors, il y a deux indicateurs subjectifs importants. Un négatif, c'est la frustration. Ouais. Si je me sens mal à l'aise dans un domaine ou dans un autre, c'est qu'il y a un endroit où j'y trouve pas mon compte. À l'inverse, il y a une joie profonde quand je suis en train de faire des choses qui me conviennent parfaitement. Mmh. Euh, Ça résonne en termes de sentiments. Quand je suis dans une activité, non seulement elle me plaît, mais je m'y épanouis, je m'y éclate, etc. Ou au contraire, je me sens à l'étroit, c'est fastidieux et j'y trouve pas mon compte. Mmh. Donc, à l'écoute des sentiments, je peux déjà avoir une première approximation tout à fait intéressante. OK. C'est vrai pour les relations. À plusieurs périodes de ma vie, j'ai choisi de rompre avec des relations anciennes qui étaient frustrantes ou insuffisantes, insuffisamment stimulantes. Mmh. Si elles ne sont pas assez réciproques et partagées dans l'authenticité, euh, c'est pas d'aller faire la bringue avec des potes et de me torcher qui va être épanouissant. Mmh. À l'inverse, de parler vrai et de vivre des belles aventures, je viens de repartir avec des vieux copains en Écosse, on se connaît depuis presque 60 ans, avec un plaisir immense, renouvelé, parce qu'on est complices, on se respecte, on est très différents, mais on se raconte pas l'histoire. On n'a Mmh. pas à frimer les uns vis-à-vis des autres. Mmh. Oui, tu peux, c'est le vrai soi. C'est ça. Mmh. Et moi, je suis un très farouche partisan de l'authenticité. La communication authentique, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Mmh. On peut apprendre à communiquer sur un mode construit, mais oser être soi, se montrer tel que l'on est, c'est une force incroyable. Il Mmh. n'y a pas besoin de tricher, de faire semblant, alors que les gens qui sont mythomanes, ils sont tout le temps en train d'entretenir un personnage et de le faire vivre, mais ils n'existent pas. Ouais, donc c'est une Le façon simple de fait d'être mythomane, ça les empêche de vivre. mmh. Ouais, donc c'est une façon de s'honorer soi-même, mais d'honorer aussi la Oui, relation avec l'autre. c'est ça, c'est ça. Et puis dans la vie professionnelle, ça aide énormément parce que j'arrive dans un nouveau job, dans une nouvelle boîte, dans une nouvelle fonction, avec une nouvelle équipe. Et si je vais au contact simplement en disant qui je suis, comment je fonctionne, et puis je m'intéresse vraiment aux gens pour les connaître, le lien va s'installer très vite et l'équipe va pouvoir démarrer sur des très bonnes bases. Mmh. Quand je bosse avec des directeurs d'hôtels et qu'ils ont des hôtels saisonniers où la saison dure 3 mois, ils ont 15 jours pour avoir, avec des inconnus, faire des équipes qui marchent très bien et qui vont bien fonctionner pendant toute la saison. Mmh. Et ça fait partie de leur base, leur principe de base, pour créer un bon climat et faire que les gens se sentent bien. Mmh. Super intéressant. À l'inverse, je L'authenticité. connais des boîtes très formelles où les gens se vouvoient après 5 ou 10 ans de cohabitation dans le travail et n'ont aucune intimité, aucune complicité et très peu de soutien mutuel. Mmh. C'est du chacun pour soi. Et ça reste des relations extrêmement formelles. Ouais, le silo. Super, bah, merci pour ce partage, Édouard.
Je te propose qu'on navigue dans la thématique d'après, Ouais. qui est au sujet du corps. Cette idée que le corps, ben, c'est des choses aussi avant nous. Et bah, je sais que tu as consacré une partie importante de ton travail à notamment la respiration. Et selon toi, qu'est-ce que le corps peut-être t'a appris, toi, personnellement, que les mots ne pouvaient, tu vois, t'enseigner dans ce rapport-là? Alors, un petit préambule là-dessus, c'est que, venant d'une famille slave d'Europe centrale, la place du corps n'est pas la même que pour un Français moyen. Mmh. Les gens ont des traditions de danse, de chant populaire, d'expression musicale, etc. Où le corps est très présent dans les échanges. Et puis le sentiment, le partage des sentiments, historiquement avant la période de glaciation soviétique, les gens disent ce qu'ils ressentent beaucoup plus. Quand tu as vécu au Québec, tu as pu voir que les gens sont plus spontanés, plus directs dans le partage de leurs ressentis. Mmh. La deuxième chose, c'est que euh, j'ai eu la chance de faire de l'ethnomédecine et de me former et au Mexique avec ce psychiatre mexicain et au Japon, en Chine. Et la place du corps, elle n'est pas du tout la même. Ce n'est pas un corps outil, instrument, mais c'est un corps énergétique, porteur de sens, dont on va analyser en profondeur la cohérence dans la manière de s'en servir. On apprend à s'harmoniser tous les matins en étant dans la nature, en bougeant avec des pratiques traditionnelles, et donc on habite son corps différemment. Et puis, par ailleurs, culturellement toujours, il y a une dimension de communication non verbale. Tout ce qui est au-delà des mots. En France ou en Europe, on dit dans l'histoire religieuse, à l'origine était le verbe. Mmh. Et dans des cultures de peuples premiers, comme tu en as peut-être connu avec les Indiens du Canada, euh, moi j'ai vécu 1 an et demi en Polynésie où les gens parlent peu, mais observent énormément et interagissent par le non-verbal. Et quand je suis allé voyager au Japon après coup, ça m'a énormément servi pour percevoir les gens, interagir avec eux à un niveau silencieux d'interaction dans la présence partagée, dans l'interaction silencieuse. Ça m'a énormément aidé comme grille de lecture pour comprendre les gens quand j'étais un soignant ou un formateur de psychothérapeute ou un coach en entreprise. J'écoute pas seulement ce que les gens me disent, j'écoute comment ils me le disent. Je regarde leur posture, je regarde leur intensité, leur intonation. J'écoute leur niveau d'authenticité ou de manipulation, etc. Donc ça me sert énormément. Et quand on accompagne les gens individuellement, bien souvent les gens se mentent à eux-mêmes. Ils vont t'apporter une affirmation, mais en fait, ils ne sont pas convaincus du tout et le ton va être en décalage par rapport aux mots prononcés. Et Mmh. si tu as l'oreille fine, tu vas l'entendre pour les ramener à ce qu'ils vivent vraiment dans leur ressenti et ça va changer la manière dont ils formulent les choses. Tu Mmh. vas les amener à reconsolider leur cohérence personnelle en mesurant ces écarts. Et à l'inverse, quand par exemple je fais travailler les gens sur l'affirmation de soi, je vais leur faire théâtraliser leur expression d'affirmation. Et tant qu'ils n'auront pas mis l'énergie suffisante, ils ne seront pas en possession de leur puissance personnelle. Donc je travaille depuis très longtemps avec la puissance personnelle pour y accéder, pour les mettre en jeu dans ce qu'on fait, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Mmh. Mais ça passe par cet engagement corporel et cette intention claire, cette sensibilité assumée où je mets dans la balance mon intention, ma volonté propre, mon sentiment juste et mon engagement physique, énergétique. Et j'ai l'impression, alors tu l'as dit sous une autre façon, mais qu'on est aussi dans une société où on est beaucoup dans le mental. Pourquoi, selon toi, tu vois, on a appris davantage à écouter nos pensées, donc le mental, plutôt que notre corps? Alors, je te l'ai dit avec l'Inquisition et la place du corps qui a changé, Ouais. euh, mais c'est aussi parce que l'éducation, le modèle éducatif est centré sur le savoir et l'étalage du savoir. Et il n'est pas sur l'épanouissement de l'être dans l'affirmation de soi pour trouver sa place. Mmh. Et donc, il y a un vrai virage culturel à prendre et on a du retard. Euh, Quand j'ai découvert l'intelligence émotionnelle de Goldman il y a un peu plus de 20 ans, moi, comme slave, ça me faisait gentiment sourire parce que
pour des gens du Maghreb ou du sud de l'Europe ou pour des Sud-Américains, l'expression des sentiments, c'est très naturel, c'est très culturel. Mhm. Même les hommes au Brésil vont se prendre dans les bras avec l'embrassao, très simplement. Mhm. Moi, j'ai connu ça dans ma famille parce que c'était le code familial. Mhm. Quand tu es en Grande-Bretagne, les gens vont pas toujours se serrer la main. Quand ils vont le faire à bras tendus pour garder l'autre à distance de plus d'un mètre. Mhm. C'est parfaitement culturel. Et donc, pour la jeune génération, c'est important de restituer la place du corps conscient dans sa richesse, dans sa complexité. Tout le monde médical est en train, enfin, une bonne partie du monde médical est en train de prendre ce virage en se rendant compte que c'est important pour la santé des gens. Il y a Mhm. trop de maladies chroniques par abandon du corps, par non-expression, par refoulement. Les psychiatres disent que si on faisait du développement personnel, on pourrait diminuer par 2 le nombre de dépressions. Mhm. Et il faut se rendre compte que les jeunes filles, 40% des jeunes filles au lycée sont atteintes de troubles dépressifs passagers. Et donc, on a un vrai problème de société. Toi, tu vois ça à l'échelle des comportements individuels, Ouais. mais le drame, il est que collectivement, on se porte très mal. Mhm. Par rapport au corps, le docteur Carré, qui est prof de médecine physique à l'université de Rennes, il préside l'Observatoire de lutte contre la sédentarité, déclare que les moins de 20 ans ont perdu 20% de leur capacité physique par rapport à ma génération. Waouh, énorme. Ils sont plus fragiles. Il y a un indicateur simple, c'est que pour ma génération, au lycée, je courais le 1000 mètres comme tout le monde aux alentours de 3 minutes, 3 minutes 5, 3 minutes 10, et qu'aujourd'hui, les lycéens qui sont sur l'épreuve du 1000 mètres vont mettre 4 minutes pour parcourir 1000 mètres. Mhm. Mais moi, je faisais du vélo, je grimpais dans les arbres pour ramasser des cerises, je nageais dans la rivière. Alors que les mômes, ils se déplacent en voiture ou en bus pour aller au boulot, et ils sont rivés 4 heures par jour sur les écrans. Mhm. Mais Ouais, c'est pas avec 2 heures de sport par semaine qu'ils peuvent être en forme. non. Donc, il y a vraiment quelque chose aussi de. Donc, on a un problème collectif sévère. Mhm. Et pour les parents de jeunes enfants, c'est vraiment important qu'ils entendent ça pour compenser ce que la société n'apporte plus. Tu as vu d'ailleurs que on vient d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ces jours-ci. Ouais, enfin. Et au Enfin. Danemark, on commence à retirer les ordinateurs des écoles. Ouais, donc il y a un rétro-pédalage aussi Oui, oui, qui va être intéressant on est allé d'observer. trop vite, trop loin. Mm. Justement, est-ce que toi, alors je sais que tu bosses beaucoup sur la respiration, mais est-ce qu'il y a une pratique simple, tu vois, que tu pourrais nous partager aujourd'hui, que chacun pourrait expérimenter dans cette idée, tu vois, de mieux écouter son corps? Ça fait 15 ans que j'ai développé une méthode qui s'appelle Vital Respire avec ma femme, qui est non seulement coach, formatrice, psychothérapeute, qui est formée à la médecine ayurvédique. Alors moi, je suis plutôt formé à la médecine chinoise et japonaise traditionnelle. J'ai enseigné le tai chi pendant 10 ans, de manière intensive. J'ai formé des profs de tai chi. Et donc, quand je me suis mis à voyager davantage pour aller au Québec, j'ai pris l'habitude dans mon hygiène personnelle de courir d'une part, mais de bouger consciemment, de respirer consciemment. Ce que j'avais appris avec la méditation, avec le tai chi, je me suis mis à le mettre en pratique. Ça a été une partie de mon chemin d'évolution, d'observer mon corps en mouvement et ma respiration à tout instant de la journée, quelle que soit l'activité. Que je sois en train de travailler, dans mes loisirs, en train de faire du sport. Comment je perçois mon corps tout entier, comment je perçois ma respiration. Et la plupart des gens qui respirent le font avec la partie visible, avec la partie avant du corps, surtout la poitrine. Mais ils Mhm. respirent pas avec leur dos, ils respirent pas avec le diaphragme pour avoir la sensation qu'ils descend jusqu'au périnée. Et donc, le premier objectif, à part lire mon livre, Les vertus de la respiration consciente aux éditions Guy Daniel, ou d'aller sur notre site www.respirodj-france.com, c'est d'observer votre respiration d'abord en vous mettant dans un endroit tranquille pendant quelques minutes. Et Mhm. vous observez 3 choses: le rythme, l'amplitude et la localisation. Faites-le les yeux fermés et observez comment votre
cage thoracique se soulève et s'affaisse selon l'inspire et l'expire, comment le ventre se gonfle à l'inspire, se resserre à l'expire, et aussi comment votre dos respire. Mhm. Et plus vous allez avoir les yeux fermés, plus vous allez se centrer en posture droite détendue, plus vous allez respirer amplement. Et ensuite, prenez le temps d'aller jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout de l'expire. La plupart des gens qui respirent inconsciemment respirent avec 20% à peine de leur capacité respiratoire Ah ouais. et ils vont respirer entre 8 et 12 fois par minute. Prenez le temps de compter en observant la durée de l'inspire puis la durée de l'expire, mais allez au bout pour remplir vos alvéoles pulmonaires d'oxygène et puis le faire circuler dans toutes les cellules de votre corps pour augmenter votre niveau d'énergie. Ça va Mhm. vous défatiguer et en plus, vous allez repartir beaucoup plus concentré. Ça va vous aider à suspendre la pensée et à rester concentré sur ce que vous avez à faire après. Mhm. Donc c'est une bonne rupture, c'est un bon recentrage, mais c'est un bon éducatif pour être plus présent. Ensuite, par exemple, vous pouvez très bien le faire pendant une réunion, quand c'est pas vous qui présentez le sujet, eh bien, vous observez votre respiration pendant que les autres parlent. Ça va augmenter votre perception du non-verbal et vous allez entendre la qualité de voix, de ton et d'engagement des gens qui parlent parce que vos sens sont en alerte et votre corps conscient devient un amplificateur de ce que vous captez à l'extérieur. Mhm. Ou ça vous permet d'être plus posé, d'être plus assertif, mais votre capacité de perception va s'affiner beaucoup. Et vous allez vous sentir beaucoup moins fatigué si vous prenez 2-3 fois quelques minutes pour respirer tranquillement dans la journée. Vous allez gérer le stress au fur et à mesure plutôt que l'accumuler. Ça s'appelle la vacance. En France, on a des vacances assez longues, hein, c'est 5 semaines minimum pour tout le monde, et ça va jusqu'à 7, 8, 9, 10 dans certaines entreprises. Mais les gens rentrent de vacances et sont fatigués au bout de 15 jours parce qu'ils ont repris le collier, la tête dans le guidon, et ils oublient leur corps. Alors que si vous apprenez à vous mettre en vacances au singulier, quelques minutes par-ci par-là, vous allez vous régénérer en termes d'énergie, réduire votre stress et rester vigilant avec un haut niveau de conscience et d'efficacité. Mhm. Après, vous pourrez vous entraîner à le faire en marchant dans la rue. Ok. Vous pouvez le faire assis dans un square. Vous écoutez par exemple le chant des oiseaux. Non seulement vous percevez votre corps, votre respiration et dans toutes ses modalités, mais vous écoutez le chant d'un oiseau, vous regardez les nuances des fleurs ou des feuilles en termes de couleurs, etc. Ça vous permet d'être dans l'instant présent. Mhm. Et vous pouvez le faire en mouvement, même en poussant le caddie au supermarché. Vous pouvez rester conscient du corps, conscient de la respiration. Pour vous donner un exemple, grâce à l'entraînement, j'ai réussi à courir des marathons où pendant 4 heures, j'observais chaque geste, chaque respiration, et je courais détendu et décontracté. Et puis ça fait un lien aussi avec ce qu'on disait en première partie de notre entretien aujourd'hui, c'est sur la conscience en fait. Oui, et je te propose d'acheter le livre de Goldman qui s'appelle Focus. C'est un des derniers livres traduits en français de Goldman. Et il parle de comment se ressentir à l'intérieur de soi, comment percevoir l'autre et percevoir ce qui se passe entre les deux. Et pour te le dire dans un langage plus technique, c'est développer en même temps, pas successivement, mais en même temps, l'interoception, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur du corps, et l'extéroception, comment je perçois le monde extérieur. Et dans l'attention des arts martiaux en Asie, tu apprends à habiter ton corps, mais dans l'action, dans le mouvement, tout en percevant tout ce qui se passe autour. Il n'y a pas que les méditants, les moines qui savent faire ça, tous les pratiquants d'arts martiaux apprennent à le faire. Et c'est un entraînement. Et Autopassion. donc, ça permet de sortir du clivage entre l'intérieur et l'extérieur. Mhm. Le monde n'est pas séparé. Être au monde, ça n'est pas juste fermer les yeux et m'intérioriser. C'est être présent à moi-même pleinement à chaque instant de ma vie quotidienne, pendant que je suis en train de coacher, par exemple. Mhm. Et puis bah, comme on parle de coaching, ça nous fait une transition parfaite pour notre dernière thématique qui est l'art d'accompagner un être humain. Alors je pense que c'est celle qui me touche peut-être du plus près depuis tout ce qu'on se dit aujourd'hui et qui me fascine tellement.
Et je crois que bah, toi, de ton côté, après 40 années, alors sous différents formats, je l'entends, à accompagner des êtres humains, des organisations, je pense que tu portes un regard extrêmement précieux sur ce qui transforme réellement une personne, ce qui permet de l'accompagner du mieux possible. Euh, Est-ce que tu as déjà par rapport à ça, en petite guise d'introduction, tu as quelque chose qui émerge ou tu veux que je continue avec une petite question? Écoute, quand tu commençais à réfléchir à cette dimension-là, je revenais au début de notre conversation. Hmm, Et en fait, ce qui est commun, alors que chaque accompagnement est individuel, différent, parce que chaque personne est unique et chaque histoire est unique, mais ce qui va être commun, c'est de regarder comment les gens sont proches d'eux-mêmes, sont enracinés, ont une bonne estime de soi, ont pu exprimer ce dont ils sont porteurs à différents moments de leur vie, etc. Et comment même après une vie professionnelle, ils vont continuer à avoir une vie nourrie par le sens en s'insérant dans la communauté et en trouvant comment contribuer collectivement. hmm, Et donc, ces écarts entre ce que je suis, ce que je pourrais être, ce que je m'autorise à être, euh, quelle que soit la personne, quel que soit l'âge, ce week-end, j'avais un jeune homme, étudiant ingénieur de 23 ans, et l'accompagnement qu'on lui a fait avec un de mes collègues, qui est un Master STAPS, activité physique adaptée, c'était en termes de chemin de vie, comme si on était un grand frère et un grand-père qui lui disait qui peux-tu devenir, wow, au-delà des représentations qu'il a liées à ses normes familiales. hmm, Donc, super à chaque période de la vie, on peut faire cet inventaire de à quel point je me suis mis en accord avec ce que je suis profondément. et d'observer à quel Euh, point je dévie aussi ouais, potentiellement. c'est ça. Et si je dévie, je le paye en termes de santé, en termes d'équilibre. Hmm. Alors que si je m'aligne, euh, moi, en 60 ans d'activité, j'ai dû m'arrêter à peu près une trentaine de jours pour quelques angines, quelques lumbagos. Euh, j'ai pu travailler abondamment sans Hmm. être vraiment malade. Ouais. Ça revient à ce qu'on disait sur le corps aussi, hein. C'est ça. Hmm. Si on respecte ce merveilleux instrument, on peut chevaucher le tigre, comme disent les Asiatiques, et faire corps avec lui. Tu as une jolie métaphore en Asie, que ce soit dans le monde bouddhiste ou taoïste, qui est le dressage du tigre ou le dressage du buffle. Comment faire corps et être en harmonie avec sa partie animale. Et moi, j'ai une petite expression, tu parles suffisamment anglais pour comprendre, c'est My body is my body. Mon corps est mon pote. Faire cette alliance avec le corps, c'est un vrai atout pour s'épanouir et s'accomplir. D'autant que les neurosciences montrent de plus en plus que tous les signaux d'alerte précoces nous arrivent par les sensations et les sentiments. Si on est à l'écoute du corps sensible, on va percevoir les signaux de discordance, de dysfonctionnement beaucoup plus tôt, et on peut réagir pour aller vers l'épanouissement, l'accomplissement, et pas vers la pathologie et l'épuisement. Et ça veut dire que, pour rejoindre ta question tout à l'heure, comment accompagner, ça veut dire aussi que les coachs, et les jeunes en particulier, doivent s'entraîner au centrage pour être présents à 100% ou 200% dans l'accompagnement de leurs clients en individuel. Il y a une hygiène du centrage. Il y a un bon livre qui s'appelle Au centre de soi d'Eugène Jondelin, qui est un psychologue gestaltiste québécois. Ça doit être publié aux éditions Le Jour, Au Mhm. centre de soi. Et c'est la manière de se recentrer pour être présent à soi-même et être capable de capter la richesse du vécu de l'autre pour le faire un brin de conduite. Mhm. L'autre chose qui me semble vraiment important, c'est de renoncer à la volonté de toute puissance. Quand on est jeune professionnel, on veut utiliser les techniques qu'on a appris, voir comment elles marchent. Et en fait, quand on a un peu de bouteille, on peut s'abstraire des outils pour être dans une écoute très profonde et cheminer avec l'autre au rythme et dans la direction qui est utile et précieuse pour lui au moment où on se trouve avec lui.
Hmm. Il faut être capable d'inventer, de créer des outils avec lui pour lui faire franchir des étapes. Il n'y a pas besoin de se retrancher en termes d'identité vers je suis certifié de ceci, de cela, quelle que soit la technique. Aller au-delà de la technique pour être dans la relation profonde et la confiance profonde. Mais ça, je l'observe, tu vois, plus j'avance de mon côté et plus je me rends compte que bah, souvent les meilleures séances sont rarement celles que j'avais imaginées. Et quand tu es vraiment dans C'est cet ça, espace-là de présence, d'écoute, c'est ça. c'est magnifique. Et toi, justement, comment as-tu appris à faire confiance à ce que tu ne maîtrises pas dans une séance de coaching, par exemple? Alors, j'ai commencé avec ça quand j'étais psychothérapeute. J'étais dans des groupes de supervision avec des psychiatres, des psychanalystes. Et donc, j'ai appris à garder la bonne distance et à renoncer à la toute-puissance pour rester à l'écoute de mon interlocuteur. Mhm. Je fais avec ce que j'ai, mais je ne prétends pas plus que ce que je peux faire. Et dans tous les cas, même en coaching, la décision appartient à mon client. Des questions de bouclage de séance, ça va être qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu vas faire de ce qui a émergé, et en aucun cas influencer sur la décision. Je peux faire quelques suggestions et influencer en disant est-ce que tu vas t'inscrire dans la durée sur 3 mois, sur 6 mois, est-ce que Mhm. tu vas te donner les moyens de le faire régulièrement, etc. Sur les conditions de succès, mais je ne vais pas influencer la décision en termes d'orientation. Mhm. C'est mon client qui choisit et c'est son affaire. Tu connais le triangle de Karpman, Bien sûr, ouais. euh, bourreau, sauveur, victime. Oui. Je l'ai modifié en ce qui me concerne parce que le coaching va de temps en temps frôler l'attitude du bourreau ou du sauveur, mais il ne s'agit pas de prendre la responsabilité à la place de son interlocuteur pour le sauver. Il ne s'agit pas de le pousser, de l'influencer, de l'orienter pour avoir l'impression de contrôler la situation, mais il s'agit de rendre la personne qui reste souvent en position de victime en position de responsable de son avenir. Et moi, je suis là à le mettre sur la rampe de lancement en disant c'est toi qui allume la mèche pour faire Mhm. partie de la fusée. Mhm. Moi, j'ai construit la rampe de lancement avec toi, mais c'est toi qui fais la mise à feu et qui est le pilote de la fusée. Moi, je pars pas avec toi dans la fusée. C'est On toi se le revoit la pilote de semaine ton prochaine ou véhicule. dans un mois, Ouais. mais c'est toi qui fais la mise à feu et qui est responsable de ce qui va arriver. C'est toi le pilote de ton véhicule qui est C'est ta ça, vie. c'est Ouais. ça. Et puis c'est important aussi dans l'hygiène du coach, mais de l'accompagnant en général, de ne pas projeter sa vision du monde avec ce qu'on estime préférable. Euh, les voies du Seigneur sont impénétrables et chaque personne suit le chemin qui lui correspond. Quelquefois, on a besoin de se planter pour apprendre. Mm. Et on ne change pas en faisant plus de la même chose. Et donc, quelque part, on peut la mettre en alerte pour éviter le plantage, mais de temps en temps, il faut qu'elle y aille, qu'elle soit les deux pieds dans la merde pour se rendre compte qu'elle Ouais. n'a pas elle a pas pris la bonne décision ou pris le bon chemin. Des fois, c'est inéluctable, bien sûr. Ouais. Il faut aller C'est ça, jusque-là. Mm. c'est ça. On a un devoir d'alerte, mais pour éviter le sauveur, on n'est pas responsable des choix du client. Mm. C'est vrai, un accompagnement collectif avec un comité de direction, la même chose se passe, hein. Mm. Je peux de temps en temps leur tirer la sonnette d'alarme sur des crises sociales qui vont arriver par des décisions mal sous-pesées. Mhm. Mais je peux leur donner une idée de ce qu'ils pourraient gagner à faire différemment. Mais la responsabilité leur appartient. Ouais, c'est le ownership de la personne ou du groupe. Ce qui m'a beaucoup aidé pour mes jeunes collègues, c'est que le fait de parler vrai, de comprendre les situations complexes, de parler vrai, de les énoncer, de les rendre visibles, ça aide beaucoup un collectif à se rendre compte des marges de manœuvre qu'ils peuvent avoir, des alternatives qu'ils peuvent avoir. Mhm. Après, ils vont le faire à leur façon, avec leur métier, leur culture, leur rythme. Mais moi, j'adore me nommer comme bouffon du roi. Ok. Les bouffons ont une histoire très longue, hein. Il y a toujours eu des bouffons auprès des rois.
Et il y a un bouffon célèbre pour moi qui a grandi en Charente, c'est le bouffon François Ier qui était né au château de Cognac et qui a failli être pendu au écourt parce qu'il avait manqué de respect à la reine et qui s'en est tiré par une pirouette de bouffon. Euh, mais le bouffon, c'est celui qui peut dire au roi qu'il a mis sa culotte à l'envers. Hmm. Et donc sa force, c'est d'être lucide et d'avoir assez d'humour pour dire les choses, même les plus gênantes. Alors que dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de courtisans qui flattent le dirigeant ou les dirigeants, mais moins de gens qui parlent vrai, qui mettent les choses sur la table, qui sont prêts à assumer ce qu'il faut faire, même si c'est désagréable. Donc on revient Et aussi ceux qui osent à faire ça, l'authenticité. ouais, et ceux qui osent faire ça, c'est ceux qu'on appelle les piliers dans l'organisation, qui assurent, quoi qu'il advienne, en sachant faire ce qu'il faut pour que les choses marchent. Mhm. Leur crédit vient pas de leur galon, mais de leur qualité humaine et professionnelle. Et après toutes ces expériences que tu as eues, tu vois, qu'est-ce qui continue encore à t'émerveiller chez l'être humain aujourd'hui? La transformation, euh, voir quelqu'un qui est timoré, qui n'ose pas, et puis qui se lance, et puis qui fait des acrobaties, euh, et qui découvre la ressource extraordinaire que représente son corps ou sa richesse personnelle qu'il ose partager, ça m'émeut en permanence et mon enthousiasme est intact, la motivation est intacte. Il m'est arrivé d'aller dans des écoles maternelles avec des enfants de 5-6 ans pour leur apprendre à respirer. Ok. Et j'adorais voir les petits bouts de chou qui osaient se lancer par l'effort et augmenter leur puissance personnelle ou au contraire se calmer, se tranquilliser, s'adoucir, etc. Être en maîtrise d'eux-mêmes en ayant compris comment on peut se stimuler d'un côté, se calmer de l'autre, etc. Et quand je vois quelqu'un de plus âgé, ou même de retraité quelquefois, qui découvre qu'il y a des choses qu'il a laissées de côté et qui en fait sont très importantes pour lui, ça me remplit de joie d'accompagner les gens, Hmm. leur redonner accès à leur vitalité, à leur enthousiasme. Tant Ouais, que je serai en état de le faire, je pense que je continuerai. En hmm. C'est aussi une tout mission cas, je me sens de motivé vie. pour ça. Tu perçois que c'est une mission de vie aussi pour toi, cette partie-là? Depuis l'adolescence, ça n'a pas bougé. C'est accompagner l'être humain dans son développement, ça n'a pas bougé. Hmm. La seule chose, c'est que pour mon hygiène personnelle, j'évite de me surinvestir et donc j'ai beaucoup de temps de méditation, des temps d'écriture, des temps de partage avec des amis, du temps de la nature. Hmm. Je me surcharge pas. Je le fais avec plaisir parce que je le fais à mon rythme. Ouais, donc avec de la sagesse, du respect de ce C'est que ça, tu connais de toi, de ton rythme. c'est ça. Mais j'ai des amis qui ont 10 ans de plus que moi et qui continuent à recevoir des patients. Hmm. Donc, tant qu'on est capable d'apporter un éclairage à quelqu'un, on peut se rendre utile. Hmm. Il y a une réflexion que j'ai eue l'autre jour où je me demandais si parfois, tu vois, évoluer, alors peut-être à un certain niveau d'âge et peut-être pas du tout, tu vois, ça ne consiste pas à un moment donné davantage de désapprendre qu'à apprendre, tu vois. Et qu'est-ce que je mets là-dedans? Je mets l'idée de laisser tomber certaines croyances, certaines manières de voir le monde qui nous a été utile un moment, mais qui ne nous permet plus aujourd'hui de continuer à grandir pour potentiellement l'étape qui est présente ou celle d'après. Tu as un bon auteur qui a travaillé la philosophie de l'évolution spirituelle qui s'appelle Arnaud Desjardins, qui a commencé à faire des films sur les sages indiens, tibétains. Et un de ses derniers livres s'appelle L'audace de vivre. Mhm. Et il dit qu'à un moment donné, il faut prendre le temps de vivre sans chercher de réponse. Mhm. Accueillir ce qui est là, ce qui vient, s'accepter tel que l'on est, ne plus chercher à changer ou à comprendre le monde pour agir sur lui, mais simplement goûter dans l'instant la beauté du monde. C'est les instants de répit dont je parlais tout à l'heure.
peuvent être de plus en plus longs parce qu'on s'accorde un regard méditatif sur la vie et sur soi, Mhm. sans attente de résultats quelconques. Juste le moment, C'est ça. et c'est suffisant. Ce matin, dans mon jardin, près du bateau, il y avait un héron. Et donc, il est resté au moins 10 minutes sur le bord, presque sans bouger. Et donc, on l'a regardé avec ma femme pendant une bonne partie de ces 10 minutes pour profiter du spectacle et de la proximité. Il n'avait pas peur, il bougeait pas. Et puis, nous, on était là et tout Mhm. allait bien. Ouais. Présent au moment ou le moment présent. C'est ça. Génial. Si on arrive dans la partie, j'appelle un peu bibliothèque intime, où j'aime bien partager ou demander à mes invités des questions qui reviennent dans chaque épisode. Alors, tu m'as partagé beaucoup de titres, de livres, de belles références. C'est peut-être pas facile pour toi, ça peut être un top 3, mais ou un top 1, si jamais tu as la réponse, est-ce que toi, tu as un livre qui personnellement, tu vois, a profondément transformé ta vie, ton regard, ta façon de penser, qui t'a ému? Alors, Desjardins, l'audace de vivre, c'est plutôt très chouette comme synthèse Mhm. après une longue vie. Euh, il y a un autre auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Hermann Hesse, qui est allemand, He2SE. Et entre autres, j'habite sur un bateau parce que j'ai lu son histoire romancée de la vie de Bouddha. Mais il a publié plusieurs autres livres qui sont très inspirants sur l'attitude face à la vie. Euh, donc voilà, deux livres pour moi assez exceptionnels pour garder cette vigilance sur soi-même et comment on peut continuer à évoluer ou assouplir son mental pour vivre plus en paix, plus en harmonie. Mhm. Est-ce que tu as une phrase, un mantra qui continue de t'accompagner régulièrement, tu vois, quelque chose un peu refuge ou qui te guide? Alors, il y en a deux. Le premier, j'ai déjà prononcé, c'est euh, ce qui est inimaginable semble impossible. Et donc, Mhm. j'invite souvent mes interlocuteurs, interlocutrices à oser rêver avec des rêves plus grands euh, ou à déployer leurs ailes, à déployer leurs talents. Et puis, j'ai une calligraphie dans mon bureau qui représente le Wu Wei, le non-agir agissant de la pensée taoïste, qui est que si je ne fais rien, les choses vont continuer à évoluer sans que j'ai besoin de m'en mêler. Et donc le mouvement du monde me dépasse et l'humilité d'accepter d'être inséré dans un mouvement complexe du monde, de la nature et de l'humanité, ça permet de rester à ma juste place. Je peux faire de mon côté ce qui est en mon pouvoir et pour ce qui me dépasse, eh bien, je m'incline et j'accepte mon impuissance et ma limite. Mhm. Super. Très belle cette phrase aussi. Et si tu pouvais revenir voir l'Édouard il y a, je sais pas, 30 ou 40 ans, à la lumière de ta sagesse d'aujourd'hui, quel cadeau t'aimerais pouvoir lui faire ou quel message aimerais-tu lui transmettre? Alors, j'y ai pensé quand tu m'as envoyé les questions et il y a deux réponses qui sont venues qui restent pertinentes. La première chose, ce serait, comme j'étais un enfant plutôt insécure, ça serait l'encouragement pour oser l'essentiel sans frein, sans me limiter, Mhm. encore plus tôt. Ok. Euh, si j'avais compris ça encore plus dès l'âge de 20 ans, voire même avant, ma vie aurait pu être encore plus dynamique. Elle l'a été beaucoup, hein, mais Mhm. laborieusement dynamique, étape par étape, et c'est comme ça, et j'ai pas de regrets. Mais je me donnerai cet encouragement-là. Lance-toi et vas-y. Mhm. Et puis, la deuxième chose aujourd'hui, ça serait le cadeau que je m'offrais, ça serait de m'accorder une encore plus longue retraite spirituelle pour rester 2, 3 mois en Asie,
à méditer, à voyager, à m'immerger dans des populations qui vivent plus en paix avec elles-mêmes. Ok. Aller au Laos où je suis encore jamais allé, rester plus longtemps au Cambodge, retourner au Vietnam, aller en Corée du Sud où je suis jamais allé, faire un trip spirituel en Asie, Bah, pourquoi pas une piste à avec, explorer pour avec le temps de bientôt? ne rien faire. Peut-être une piste à explorer pour les Et prochains mois? je pense que je vais faire ça l'année prochaine. J'ai encore un livre ou deux à finir, Ouais, mais je pense que je vais m'accorder des grandes vacances. trop bien, trop chouette. Écoute, je voulais vraiment te remercier, Edouard. On arrive à la fin de ce temps Je t'en ensemble prie. pour la richesse, la profondeur, tu vois, de tout ce qu'on a parcouru, du corps à la conscience, de la présence à soi, présence à ce que la vie aussi cherche parfois à nous apprendre. Donc, merci beaucoup pour cette conversation et d'avoir participé. Tout à fait. Je suis toujours heureux de partager.